tous, bienvenue à cette rencontre webinaire des clubs M&A. Mon nom est Pierre Laforêt, je suis vice-président chez FUSAC et aussi coprésident du club M&A Rive-Nord de Montréal. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir avec mes collègues des clubs de la Rive-Sud, de Montréal-Est, de Ville-Saint-Laurent et de la Rive-Nord à ce webinaire sur les ajustements BAYA. Alors, j'ai demandé à notre ami Maxime Lévesque, qui est associé chez Service Conseil Tétro Sauvé-Lauzon, de nous présenter un peu sa vision sur les impacts des ajustements BAYA sur l'évaluation. On sait que même en temps avant pandémie, on avait toutes sortes d'ajustements. Et là, avec la pandémie, les gens sont encore plus créatifs pour demander ou proposer des ajustements au BAYA. Alors, j'ai demandé à Maxime de nous faire un petit ménage là-dedans et de nous orienter sur qu'est-ce qui pouvait être valable et qu'est-ce qu'on devrait oublier en termes de ces ajustements-là. Alors, l'horaire de la rencontre, la prochaine étape sera Laurine qui va vous expliquer comment poser les questions sur Zoom. Ensuite, on aura la présentation de Maxime et enfin, Bram nous donnera le mot de la fin et la conclusion de la réunion. Bon matin tout le monde. Parfait. Donc, merci à tous. Merci pour l'introduction. On m'a proposé, en fait, de parler d'ajustement du BAYA. En fait, j'ai eu plusieurs commentaires par rapport à ça suite à suite à la COVID. Je pense que c'est un sujet assez populaire. Puis aussi, il y a peut-être une méconnaissance ou des fois des pensées populaires sur les ajustements du BAYA. Donc, on voulait peut-être prendre le temps ce matin de démystifier toutes les mythes et la réalité dans le cadre d'une évaluation. Donc, juste avant, je veux juste commencer par le petit bout un peu plus plate, les définitions, juste pour être sûr qu'on se comprenne tous. Première chose, quand on parle de juste valeur marchande, j'aime toujours rappeler exactement c'est quoi la juste valeur marchande quand on parle d'une évaluation. C'est le prix comptant le plus élevé pouvant être obtenu dans le cadre d'une transaction sur un marché où la concurrence peut librement s'exercer entre un acheteur et un vendeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, le mot important là-dedans, c'est toujours le prix au comptant le plus élevé. Dans le cadre de transactions, souvent, vous allez remarquer, il y a souvent des transactions qui vont se faire avec une partie qui est du financement, balance de vente et autres. Normalement, la juste valeur marchande ne tient pas compte de ces éléments-là pour la simple et bonne raison que c'est le prix au comptant. Donc, il faut tenir compte de l'aspect financement qui est autre mesure. Et l'autre chose, c'est entre personnes non liées. Donc, quand on fait des transactions entre membres de la famille, il faut faire attention aussi sur la définition de la juste valeur marchande. Normalement, c'est une transaction qui est sans lien de dépendance. Donc, je veux juste réitérer ce point-là. L'autre chose, c'est la définition du BAYA. Ça a l'air niaiseux. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la définition du BAYA, connaissent les l'EBITDA, mais ils ne connaissent pas le BAYA, mais pourtant, c'est juste un qui est en français, l'autre qui est en anglais. C'est le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement. Ensuite, la différence entre valeur d'entreprise et valeur des actions. Encore là, il y a souvent une pensée populaire. Là, les gens, souvent on entend parler multiple du BAYA, ces choses-là. Ça réfère en général à la valeur d'entreprise, donc qui est la valeur d'exploitation. Souvent, en pratique, on va vendre les actions de l'entreprise et non de l'entreprise comme telle. Donc, la valeur des actions, c'est tout simplement la valeur d'entreprise plus les actifs excédentaires, moins la dette à long terme. Donc, je veux juste faire le parallèle comme si vous avez une maison, c'est la valeur de votre entreprise. Puis si vous avez une maison avec une hypothèque, c'est la valeur de votre patrimoine, c'est la valeur des actions. Donc, juste réitérer ce point-là. L'autre chose, au niveau des méthodes d'évaluation, dans les méthodes qui vont affecter, en fait, la méthode des ajustements du BAYA va uniquement toucher la méthodologie qui touche celle du rendement. Donc, quand on parle de multiple des bénéfices, multiple des flux monétaires, multiple du BAYA ou encore là, actualisation des flux monétaires quand on parle de projection financière, c'est des ajustements du BAYA qu'on va utiliser à ce moment-là. Pour les autres méthodologies, que ce soit la valeur des actifs ou la méthode du marché, qui est deux autres méthodes d'évaluation qu'on tient en compte dans le cadre d'un rapport d'évaluation, mais il n'y aura pas d'ajustement du BAYA dans ce cas-ci. Donc, pourquoi qu'on évalue, pourquoi qu'on fait des ajustements du BAYA? Première chose, pour déterminer un BAYA normal dans un contexte de marché, c'est-à-dire quand vous êtes propriétaire d'une entreprise, principalement les PME, c'est eux qui vont avoir en général le plus d'ajustements pour la simple et bonne raison qu'en tant que dirigeant, souvent on va avoir tendance à
à ajuster notre salaire en se payant en salaire ou en dividende ou faire des dépenses discrétionnaires ou il peut arriver des éléments exceptionnels qui peuvent avoir un impact considérable sur une année qui ne va pas nécessairement se refléter dans le futur. Donc, dans le contexte d'évaluation, on va tenir compte d'un opérateur ou d'un propriétaire, comment il va être capable de générer de profit dans un contexte normal. Donc, c'est ça le but qu'on essaie d'obtenir en faisant un ajustement du bail. L'autre chose, c'est d'éliminer les revenus et les dépenses qui ne devraient pas se refléter dans le futur. Donc, comme je dis, c'est des éléments exceptionnels qui s'est produit une année, mais normalement, on prend pour hypothèse qu'il ne devrait pas se refléter dans le futur. Si la réponse est qu'il devrait se refléter dans le futur, mais oui, on devrait en tenir compte à ce moment-là de ces revenus ou les dépenses-là, puis on ne devrait pas faire d'ajustement. Donc, je veux juste faire la distinction entre des revenus, en fait, des ajustements récurrents et des ajustements non représentatifs, qui est deux choses. La première chose, des éléments non récurrents, ça peut être, par exemple, un vol, un incendie, arrêt des opérations. Fait que si, exemple, l'année dernière, vous êtes arrivé un élément exceptionnel qui vous a occasionné des pertes considérables qui ne devraient pas se refléter dans le futur, normalement, on va venir tenir compte de ces ajustements-là. Les gains ou cessions d'actifs dans les états financiers, vous allez voir souvent des fois des gains ou cessions, des gains ou pertes sur cession d'actifs. Encore là, on n'en tient pas compte. Il faut venir ajouter ces revenus ou ces dépenses-là au niveau du BAIA. Réévaluation d'inventaire, des mauvaises créances exceptionnelles. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent comme question. Est-ce qu'on ajuste ou pas des mauvaises créances? La réponse est, dans le cadre normal d'une opération, il va toujours avoir des mauvaises créances normalement. Donc, on devrait tenir compte d'un niveau de créance normal. Par contre, si une année, il y a des mauvaises créances exceptionnelles ou il y a eu un client qui a occasionné une perte considérable une seule année, puis dans le futur, puis dans le passé, en fait, dans le futur, on ne croit pas que ça va se refléter, une perte aussi importante, mais on va venir l'ajuster à ce moment-là. Mais il y a toujours un bémol. Normalement, ce n'est pas toutes les mauvaises créances qu'on ajuste, c'est seulement quand on parle de mauvaises créances exceptionnelles. Ensuite de ça, l'élément COVID, la subvention salariale d'urgence, je pense que c'est une évidence. Ça ne sera pas récurrent comme subvention. Donc, il faut venir à ce moment-là ajuster la subvention salariale pour tenir compte, en fait, des bénéfices qu'on est capable de générer sans la subvention salariale. Je sais que vous allez me dire, oui, mais la subvention salariale a fait en sorte que j'ai engagé du monde, j'ai pu maintenir mes opérations pendant ce temps-là. On va y revenir un peu plus tard au niveau de la question de la pondération, si on considère ou pas l'année 2020 comme étant une année représentative. Là. Mais première chose, la définition de non récurrent, mais subvention salariale d'urgence. Si vous me dites quand vous prévoyez d'en avoir en 2023 puis en 2024, je pense qu'on va avoir un problème. Là. Donc, c'est un ajustement assez évident qu'on va tenir compte. Ensuite, échec commercial ou frais de démarrage. Donc, si vous avez lancé un produit qui était un échec monumental, par exemple en 2018, puis ça vous a occasionné des frais de mise en marché ou simplement des frais pour engager des gens ou peu importe quoi par rapport à un projet, à ce moment-là, on peut venir l'éliminer des dépenses, mais encore là, il faut tenir compte des revenus qui étaient associés à ce projet-là aussi. Donc, ce n'est pas juste la dépense associée uniquement au projet comme tel, mais aussi les revenus qui ont été générés dans ce projet-là pour tenir compte que dans le futur, ce projet-là ne devrait plus générer de revenus et ne devrait plus générer de dépenses également. Ensuite, dans le non récurrent, les honoraires professionnels liés à des événements ponctuels, ça soit une poursuite, si vous avez une poursuite, vous avez engagé des frais d'avocat, des frais liés à une vente d'entreprise ou réorganisation corporative. Donc, il faut s'entendre sur honoraires professionnels. Dans le cadre normal des activités, c'est normal que vous allez avoir des frais de comptable, vous allez avoir des dépenses, des frais d'avocat pour différents services ponctuels. Encore là, c'est vraiment des éléments exceptionnels si vous avez des dépenses importantes que vous jugez qu'il ne va pas se refléter dans le futur. Par contre, comme je vous dis, il faut toujours faire la nuance. Il va toujours avoir des frais d'honoraires professionnels dans le futur. On ne peut pas tout simplement les enlever en disant j'ai engagé des frais d'avocat pour faire un contrat commercial, par exemple, mais probablement dans le futur, vous allez avoir d'autres dépenses juridiques. Donc, il faut tenir compte d'un niveau normal de dépenses pour refléter les dépenses futures aussi également. Ensuite, au niveau des éléments non représentatifs, donc c'est là que je dirais de façon générale, il y a peut-être
pas de méconnaissance, mais c'est des éléments souvent qui vont avoir un impact le plus considérable au niveau de l'évaluation. C'est des éléments non représentatifs. La première chose, c'est la rémunération des actionnaires. Donc, en tant que dirigeant d'entreprise, vous avez le choix de vous payer en salaire ou en payer en dividende. Donc, souvent, le réflexe des gens, ils vont dire, bien, moi, mon entreprise génère, par exemple, 500 000 de BAYA, puis j'ai entendu dire que ça se transige à 5 fois le BAYA, donc mon entreprise vaut X. Le problème avec ça, c'est la deuxième question qu'il faut poser. Il faut poser la question combien de salaire que vous versez. Donc, si, par exemple, le propriétaire aurait dû se verser 100 000 de salaire, mais s'est versé aucun salaire puis il s'est payé en dividende, mais normalement, il aurait dû avoir 400 000 de BAYA et non 500 000 de BAYA. Donc, il faut tenir compte d'une rémunération normale comme si ça serait un opérateur qui serait en train d'opérer cette entreprise-là. Donc, des avantages personnels, c'est d'autres éléments, assurance vie, salaire aux membres de la famille. Je veux juste revenir sur avantages personnels. Souvent, on entend des gens, bien, on va le voir un peu plus loin dans dépenses discrétionnaires, là, mais avantages personnels, ça peut être des avantages automobiles, ça peut être des bonus, ça peut être d'autres éléments, souvent qui vont être ajoutés sur le fameux T4 à la fin de l'année, mais il faut tenir compte de la rémunération globale. Assurance vie, par exemple, c'en est un des éléments. Donc, les primes d'assurance vie qui est lié à qui est au bénéfice, par exemple, d'un des associés ou quelque chose comme ça. Donc, normalement, si j'achète l'entreprise, j'aurais plus cette charge d'assurance vie à supporter, à moins que ce soit une condition pour le financement, à moins qu'il y ait d'autres éléments qui sont associés à ça. Mais de façon générale, l'assurance vie devrait être enlevée des dépenses là, liées à l'opération. Salaire aux membres de la famille, c'est un des éléments qu'on voit souvent. Des fois, il y a des salaires aux conjoints, conjointes ou à des enfants. Puis quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils ne travaillent pas réellement dans l'entreprise ou ils travaillent très peu ou souvent leur salaire est plus élevé que le salaire marchand. Donc, si on remplace les membres de la famille par des employés tiers qui ne sont pas liés, mais probablement que la rémunération serait différente, il faut tenir compte de cette rémunération-là aussi. Revenu placement, donc si l'entreprise détient des placements qui génèrent du revenu d'intérêt ou du revenu de dividende, il faut venir enlever ces dépenses-là ou ces revenus-là plutôt, pour la simple et bonne raison que si demain matin, vous allez acheter votre entreprise, vous allez acheter cette entreprise-là, il est fort probable que les placements vont être sortis de la transaction avant de faire l'acquisition. Et de toute manière, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, ce n'est pas nécessairement la valeur des revenus passifs là, qui sont là. Ensuite, les loyers payés à la société mère ou au propriétaire de l'immeuble. Ça, c'est un élément majeur qu'on voit quasiment systématiquement dans chaque dossier. Souvent, l'entreprise est propriétaire de l'immeuble. Donc, elle peut être propriétaire de l'immeuble à même l'opérante ou elle peut être propriétaire de l'immeuble dans la gestion. Dans les deux cas, il y a un ajustement qui doit être considéré. Première chose, si l'immeuble se trouve dans la compagnie opérante, normalement, il n'y aura pas de dépenses de loyer. Donc, il faut tenir compte d'une charge de loyer pour venir séparer la valeur de l'immeuble et la valeur de l'opération. Parce que si on mixe les deux ensemble, on vient fausser notre rendement de l'entreprise. Parce que le taux de rendement sur un actif immobilier, puis le taux de rendement sur l'entreprise n'est pas le même. Donc, on ne peut pas venir mêler ces deux éléments-là ensemble, on va venir les séparer. Donc, comment que ça fonctionne? Normalement, on va demander à un évaluateur immobilier qui va venir évaluer l'immeuble pour venir séparer cette valeur-là. Dans le rapport d'évaluation immobilière, vous allez avoir une valeur locative. Donc, la valeur locative, c'est la valeur marchande d'un loyer que l'entreprise aurait dû payer. Puis souvent, on a la surprise de plusieurs entreprises. Je vais vous donner l'exemple des entreprises, par exemple, à Montréal, qui sont sur le plateau Mont-Royal, que ça fait 20 ans que l'immeuble est acheté. L'entreprise est rentable. Puis là, ils me disent, oui, mais moi, je génère du profit, l'entreprise est rentable. C'est pas vrai que mon entreprise vaut rien. Le problème, c'est que l'immeuble a pris énormément de valeur depuis 20 ans. Si on attribue une valeur marchande à ce loyer-là, l'entreprise devient déficitaire. Donc, ce qui arrive, c'est que tout simplement, l'entreprise n'est plus viable pour l'actif, en fait, l'actif immobilier. Dans tous les cas, si l'entreprise vend uniquement l'immeuble puis qu'elle vend l'opération à part, l'entreprise ne sera pas viable dans tous les cas. Donc, c'est souvent un élément majeur qui doit être considéré, qui est la valeur du loyer. Parce que, posez-vous la question, vous vendez l'immeuble et vous vendez l'entreprise, la personne va financer l'immeuble, elle va avoir à rembourser cet immeuble-là. Donc, comment qu'elle va être capable de rembourser un immeuble, par exemple, qui vaut quelques millions,
si l'entreprise génère pas suffisamment d'actifs, pas suffisamment de profit pour être capable de rembourser cet investissement-là. Donc, ça, c'est un élément majeur qu'on voit systématiquement dans les dossiers qui est souvent négligé, le loyer de remplacement pour l'immeuble. Après ça, si l'autre élément, c'est que si l'immeuble est détenu dans une compagnie de gestion à part, puis qu'il y a un loyer qui est payé à cette compagnie de gestion-là, la première question à se poser, c'est que le loyer est-il marchand? Parce qu'en tant que propriétaire de l'immeuble, en fait, via la compagnie de gestion, vous avez le choix de verser le loyer qui vous semble bon. Donc, le problème avec ça, c'est que demain matin, vous vendez votre entreprise, mais probablement que vous allez vouloir renégocier un bail qui va être marchand. Donc, dans le cadre de l'évaluation, il faut tenir compte de ce bail marchand-là, de ce loyer marchand-là. Encore là, on revient à l'évaluation immobilière, de s'assurer que la valeur locative qui a été déterminée à la date de l'évaluation est reflétée dans l'évaluation, donc au niveau de l'ajustement. Donc, il faut tenir compte d'un loyer marchand pour l'opération. Ensuite de ça, d'autres dépenses non représentatives, dans le cadre d'un déménagement. Ça aussi, on le voit assez souvent. Par exemple, vous avez un loyer, par exemple, de 10 000 par mois et l'année prochaine, hausse de loyer spectaculaire où vous déménagez, il arrive X, Y, Z, vous êtes forcé, vous devez déménager, puis l'année prochaine, le loyer va être de 15 000 par mois. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on doit tenir compte du 10 000 ou du 15 000? La réponse, il y a toujours le ça dépend, mais de façon générale, on va tenir compte du 15 000 pour la simple et bonne raison qu'on essaie de déterminer c'est quoi le bail normal pour l'acheteur. Donc, demain matin, j'achète votre entreprise, combien ça va me coûter d'opérer cette entreprise-là? Mais la réponse, ça va être 15 000 par mois de loyer. Donc, il faut venir à ce moment-là ajuster de façon antérieure le loyer, même si c'était ça qui était payé dans le passé. Normalement, on devrait tenir compte d'un loyer pour dire l'entreprise va générer X, Y profit avec le loyer actuel qui est de 15 000 par mois pour la prochaine année. Ensuite, dépenses ou revenus discrétionnaires. Ça, c'est l'autre élément majeur que souvent on se fait poser comme question. J'ai des dépenses discrétionnaires ou j'ai des revenus discrétionnaires. Les revenus discrétionnaires, c'est ce qui apparaît pas aux états financiers. L'argent comptant, par exemple. Donc, comment qu'on évalue cet élément-là? Est-ce qu'on en tient compte ou on n'en tient pas compte? C'est une question qu'on se fait poser assez régulièrement. Moi, ce que je réponds à ça, c'est est-ce que vous êtes capable de me le prouver? Donc, si vous n'êtes pas capable de me le prouver, comment voulez-vous que je le certifie dans un rapport que vous avez tant de revenus récurrents qui proviennent de cash? Donc, souvent, l'élément là-dessus se fait de façon, je dirais, parallèle. Donc, si l'acheteur et le vendeur sont confortables avec ce qui est revenu discrétionnaire, libre à eux de négocier on the side sur cet élément-là. Par contre, nous, dans le rapport d'évaluation, si je ne suis pas capable de le quantifier, moi, j'évalue ce que je vois, j'évalue les chiffres, j'évalue les états financiers. Donc, si ce n'est pas un élément qui est tangible ou quantifiable, mais c'est sûr que ce n'est pas tenu compte dans ces éléments-là. L'autre chose, c'est la dépense. La dépense, elle, discrétionnaire, apparaît aux états financiers. Ça, c'est la nuance. Donc, souvent, c'est des dépenses personnelles. Donc, comment on traite cet élément-là? Donc, encore là, il faut être capable de le quantifier, il faut être capable de l'isoler, il faut être capable de dire que cette dépense-là est non liée à l'opération. On voit des fois des dépenses, par exemple, un véhicule qui ne sert pas nécessairement à l'opération de l'entreprise, où vous avez des dépenses, par exemple, des entreprises de construction que par hasard, il s'est fait construire un chalet à même les matériaux de construction de l'entreprise. C'est un élément qui est difficile. On va se baser en général sur la déclaration du client. Sur ces éléments-là. Par contre, souvent, ils sont frileux de venir dévoiler toutes ces informations-là pour pas que ça soit indiqué dans le rapport de façon explicite. Dans tous les cas, ce que je recommande toujours, c'est de mettre un élément assez général puis de venir valider ces éléments-là dans le cadre d'une vérification diligente. Parce que c'est un élément qui peut avoir des conséquences, pas juste sur le prix de vente, mais il peut avoir des conséquences aussi suite à l'acquisition en cas de vérification fiscale. Donc, le fait d'avoir des dépenses ou des revenus discrétionnaires, le gros bémol que je peux mettre, c'est que oui, peut-être ça peut générer du revenu ou des dépenses qui n'apparaissent pas nécessairement dans les chiffres.
Par contre, vous vous exposez aussi à un risque dans le cadre d'un achat d'actions parce que vous êtes responsable du passé en cas de vérification fiscale aussi, là. Donc, c'est un élément toujours sensible, là, la question des dépenses et revenus discrétionnaires. L'autre chose, c'est les changements au niveau de la structure de coûts. Par exemple, l'automatisation, l'augmentation ou diminution, qui a un impact direct sur l'augmentation ou la diminution des marges. Par exemple, si depuis les 5 dernières années, vous avez généré des marges de 40 pour une entreprise de production et que finalement, vous avez fait un investissement majeur pour automatiser des processus ou une partie de votre production, puis ça fait en sorte que vos marges augmentent, par exemple, à 45 Donc, faut tenir compte encore là du BAIA normal dans un contexte normal à long terme. Si vos marges vont être 45 normalement, on devrait revenir en arrière pour venir ajouter cette marge-là de 45 parce qu'au final, l'acheteur veut savoir combien l'entreprise va générer. Donc, si la réponse est 45 on devrait ajouter le BAIA en conséquence pour tenir compte des marges antérieures. On ne peut pas juste prendre la moyenne historique et dire, bien, c'est ça qui s'est passé, donc la valeur devrait être de X. Le vendeur va vous répondre non parce que l'année prochaine, ça va être 45 ce qui a raison. La question, c'est l'investissement majeur, est-ce qu'on va en tenir compte ou pas? Normalement, il y a un peu de oui, donc on devrait venir isoler cet investissement-là, soit de venir la quantifier pour savoir la période d'amortissement. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on va utiliser. On ne va pas venir justement l'investissement, l'appliquer une seule année. Donc, on va faire plusieurs exercices sous forme de projection financière pour venir analyser la valeur de ce projet-là, où on peut venir isoler uniquement le volet automatisation pour voir c'est quoi la plus-value attribuable à la partie automatisation, mais il faut tenir compte du changement au niveau de la structure des coûts, là. Même chose, s'il y a une augmentation importante des salaires, donner un exemple banal, mettons que la majorité des employés sont au salaire minimum, puis le salaire minimum, une année, décide d'augmenter de façon importante, mais normalement, on devrait tenir compte d'augmentation des salaires dans le changement de la structure de coût aussi, là. Donc, un exemple concret, si on prend un état financier donc de 2016 à 2020, donc, vous avez des ajustements, je ne les ai pas tous mis, c'est juste certains exemples que je vais montrer. Par exemple, un vol. S'il y a eu un vol en 2019, normalement, on a eu une perte de 75 000 qu'on va venir renverser. Par contre, si on a eu une réclamation d'assurance pour ce vol-là, il faut venir aussi ajuster le revenu qui est lié à cette perte-là. Souvent, les gens font l'erreur de dire, mais il y a eu une perte, la perte est non récurrente, je suis d'accord avec vous, mais il faut être cohérent jusqu'au bout, c'est-à-dire si vous avez eu une réclamation d'assurance pour ce vol-là, mais normalement, le revenu qui est attribuable à ça, on va venir le renverser aussi. Ensuite, la SSUC, qui est la subvention salariale d'urgence, encore là, on va l'éliminer. Mauvaise créance. Là, vous allez voir, il y a un 30 000 négatif, il y a un 30 000 positif. Peut-être vous poser la question. Si vous avez fait une mauvaise créance que vous avez constatée en 2018, mais on va venir à ce moment-là renverser la mauvaise créance en disant qu'il est exceptionnel, là, dans le sens que ce n'est pas nécessairement une mauvaise créance qui est normale, là, si on considère que le 30 000 est un montant exceptionnel. Par contre, l'année que vous avez généré le revenu de 30 000, on va venir le renverser aussi, là, pour venir tout simplement attribuer le revenu dépenses dans la bonne période. Ensuite, poursuite client, si vous avez une poursuite exceptionnelle, exceptionnelle, vous avez une poursuite, vous engagez des dépenses importantes là, liées à une transaction, on va venir l'ajouter aussi. Ensuite, loyer marchand, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Ça, c'est dans le cas, par exemple, que l'entreprise opérante possède l'immeuble, donc on va venir attribuer un loyer qui est représentatif. Dans ce cas-ci, on prend pour acquis que l'évaluateur a évalué le loyer marchand à 75 000 Puis là, la question, pourquoi on diminue le loyer de façon antérieure, c'est pour tenir compte de l'inflation des années précédentes. Dans le cadre de l'hypothèse que le loyer avait augmenté de 2 par année. Le salaire des actionnaire, dans le cas que le propriétaire se verse un salaire de 25 000 par année, là, on va tenir compte d'un salaire de marchand, donc on va venir renverser son salaire pour venir appliquer un salaire qui est représentatif du marché.
Donc, ça va jusque-là. Ensuite, pondération. Donc, la question qu'on se fait souvent poser, l'année 2020, l'année COVID, est-ce qu'on la considère ou pas? Donc, on va y revenir un petit peu plus loin. Par contre, de façon générale, la majorité des entreprises, c'est non. Dans ce cas-ci, pour l'exemple, on ne l'a pas considéré. Puis la raison, ben, en fait, dans ce cas-ci, on voit clairement qu'il y a une perte, il y a une diminution du BAIA pour l'année 2020, donc c'est une partie de la réponse. Mais l'autre question, c'est pourquoi on a pondéré 3, 2, 1 en bas en pondérant plus fortement 2019 que 2018 ou 2017, puis qu'on n'a pas pondéré 2016. Le but qu'on essaie d'obtenir avec une pondération suite aux ajustements, c'est d'être capable de déterminer c'est quoi le BAIA qui est le plus représentatif de l'entreprise dans un contexte normal. Donc, le fait de mettre 3 à l'année 2019, on est en train de dire qu'il y a 3 fois plus de chances que l'année 2019 soit représentative, 2018, 2 fois plus de chances, puis 2017, 1 fois plus de chances. Donc, la moyenne fait en sorte qu'on est à 113 000. Donc, c'est une moyenne. C'est une hypothèse, ce n'est pas une science qui est exacte. C'est basé sur des observations, c'est basé encore là, sur des hypothèses. Donc, le fait de pondérer 3, 2, 1, la bonne réponse pourrait être aussi 1, 1, 1, pourrait être 1, 2, 2. Il y a plusieurs solutions. Le but, c'est de venir expliquer son hypothèse. Donc, peu importe l'hypothèse qu'on va mettre de l'avant, il faut qu'elle soit justifiable par rapport à la situation de l'entreprise. Donc, la situation spécifique, la situation économique aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'on va venir tenir en compte. Mais on ne peut pas juste prendre la moyenne de la dernière année, des 5 dernières années, en disant, ben c'est comme ça, puis on prend la moyenne des 5 dernières années. Le but, quand on pondère, qu'on exclut ou on inclut une année, c'est de venir donner un facteur d'importance sur les années qui sont les plus représentatives, tout simplement. Donc, le fait de regarder le BAIA en croissance de 2016 à 2019, mais là, on constate rapidement que c'est une entreprise qui est en croissance. Puis normalement, si l'entreprise est en croissance, il y a plus de chances qu'on aille minimalement 2019 qu'on aille 2016. Là. Donc, c'est pour ça qu'on va venir mettre un facteur de pondération plus important sur les dernières années. Advenant le cas que c'est une entreprise qui est stable, qui est mature, qui n'a pas nécessairement d'augmentation au niveau du BAIA, là, on va avoir tendance à pondérer de façon égale chacune des années à ce moment-là. Donc, la question, est-ce qu'on doit pondérer, est-ce qu'on doit considérer l'année 2020 comme étant une année représentative? Souvent, on se fait poser la question, l'entreprise, si elle a été affectée ou pas par la COVID, ça fait une énorme différence. Donc, si l'entreprise a été aucunement affectée par la COVID-19, donc je dirais généralement, oui, on va la considérer comme étant représentative. Puis si c'est une entreprise qui a été affectée autant positivement que négativement, généralement non. Ça, c'est l'erreur souvent les gens font. Quand ça va bien, mais on a tendance souvent à venir l'inclure. Puis quand ça va mal, on a tendance à venir l'exclure. Mais ça va des deux bords, en fait. Si vous avez une année exceptionnelle, je vais vous donner un exemple, certaines business de rénovation, certaines entreprises, en fait, les épiceries qui ont très bien fonctionné, les microbrasseries aussi qui font de l'embouteillage ont performé de façon spectaculaire durant la COVID. Normalement, on va dire généralement non parce que il y a eu un déplacement des revenus disponibles qui s'est fait dans l'économie, donc au détriment de certains secteurs, dont l'industrie touristique, par exemple, l'industrie culturelle. Donc, c'est des éléments qu'il faut tenir compte dans l'évaluation, à savoir si on tient compte de l'année 2020 comme étant une année représentative. Donc, si c'est une année qui est exceptionnelle au niveau de la croissance des revenus, autant au niveau des pertes, mais je dirais généralement non, on ne tiendra pas compte de l'année 2020. Doit-on prendre en compte la moyenne historique si on vient de réaliser une acquisition? Ça, c'est un autre élément qu'on voit au niveau de la pondération. Advenant le cas que vous venez de faire une acquisition dans la dernière année, est-ce qu'on peut prendre la moyenne historique? Donc, si la croissance des bénéfices demeure la même avec l'acquisition, généralement, oui, on va le considérer dans la pondération. Mais si la croissance des bénéfices va changer, normalement, on doit utiliser une autre méthode qui est la méthode des projections financières. Donc, qui est la méthode d'actualisation, comme qu'on a vu au départ, dans une des méthodes qui est soit la capitalisation ou l'actualisation.
Puis même dans un contexte de COVID, ce qu'on demande de plus en plus aux gens, à nos clients, c'est de fournir des projections financières. Parce que la prémisse d'utiliser l'historique, d'utiliser la pondération sur les revenus antérieurs, c'est l'hypothèse en arrière de ça, c'est de dire que c'est la croissance historique qui est représentative de la croissance future. Donc, si la réponse, c'est pas le cas, normalement, on devrait utiliser des projections financières. Donc, c'est le même principe. Si vous venez faire une acquisition importante et qu'on va doubler le chiffre d'affaires l'année prochaine, mais moi, si je suis le vendeur de l'entreprise, je vais vous dire, mais pourquoi qu'on prendrait l'historique? Le chiffre d'affaires va être 2 fois plus élevé l'année prochaine. Donc, on devrait utiliser des projections financières, puis à ce moment-là, l'historique, on ne devrait pas en tenir compte. On ne devrait pas tenir compte des années antérieures. On ne devrait pas faire d'ajustement du BAIA sur les années antérieures. On devrait uniquement se concentrer sur des projections financières pour venir actualiser ces valeurs-là pour l'acquisition. Donc, ça fait le tour des principaux éléments. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres ajustements, il y a beaucoup d'autres éléments représentatifs ou non représentatifs. Par contre, je veux juste prendre le temps de répondre à vos questions. Si vous avez des questions spécifiques, ça va me faire plaisir. Peut-être laisser ça dans le Q&A, dans la section en bas. Si vous avez des questions spécifiques, je vais pouvoir répondre. Donc, merci tout le monde d'avoir pris le temps de m'écouter. Je ne sais pas si on a des questions. Maxime, moi j'en ai une question. Oui. Comment vous faites pour ajuster? Bon, le loyer, je peux comprendre, il doit y avoir des méthodes de calcul assez simples, mais sur les salaires des dirigeants, là, ça peut être à peu près n'importe quoi. Sur quelle base vous vous basez pour savoir quel salaire devrait être payé à un dirigeant dans une entreprise X ou Y? C'est une excellente question, puis je dirais que c'est l'ajustement la plus difficile à faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça va dépendre du secteur d'activité. Par exemple, si vous avez un dirigeant que sa tâche, souvent les petites entreprises, c'est jouer le rôle d'opérateur, dans le sens qu'il occupe un poste d'opérateur dans l'entreprise, mais on va venir comparer c'est quoi le salaire marchand pour ce type d'opérateur-là de niveau senior pour dire ça, c'est le prix plancher. Après ça, on va considérer c'est quoi les tâches attribuables au niveau de la gestion. Donc, si, exemple, les tâches de gestion représentent 10 du temps, puis le reste, 90 c'est de l'opération, on va tenir compte simplement d'un salaire d'opérateur senior. Si c'est des tâches qui sont liées uniquement à la gestion, souvent, on va regarder, on va benchmarker, je dirais, avec l'industrie pour voir l'enveloppe globale de rémunération. Si vous avez une entreprise, par exemple, qui génère 10 millions de chiffre d'affaires, puis sa masse salariale, en fait, de façon générale, dans le secteur d'activité, la masse salariale devrait être de 20 mais on va regarder avec le salaire qui est versé actuellement, est-ce qu'il se trouve à 15 à 20 ou à 25 pour tenir compte, si on met un salaire de 100 000, est-ce qu'on revient en moyenne? Il y a certains éléments qu'on va tenir compte, qu'on va venir établir la vraisemblance du salaire du dirigeant. Puis après ça, on va regarder de façon individuelle qu'est-ce que ça donne comme rémunération. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, mais je dirais quand on n'a aucun comparable, des fois, on peut utiliser des données. On a accès dans des types d'opérations d'évaluation qui appellent le rapport estimatif ou plutôt exhaustif. On va solliciter souvent des firmes de ressources humaines, des firmes de RH pour avoir accès à des bases de données sur la rémunération des dirigeants. Il y a certaines firmes qui font des études au Québec, ce qui est plus rare là, sur la rémunération des dirigeants dans les PME. Donc, on va utiliser certaines bases de données, mais de façon générale, quand on n'a aucun comparable, c'est uniquement de la gestion, on va souvent se concentrer sur l'enveloppe globale de rémunération pour voir est-ce que ça fait du sens de façon générale. Merci. Donc, on a des questions. On a un participant qui souhaite communiquer, c'est Ludovic Paradis. Je vais ouvrir son micro. Ah, OK, on y va. Oui, bonjour Maxime, Ludovic BDC. De ce que je comprends bien, dans le fond, là, avec la fameuse année COVID, s'il y a un impact positif ou négatif, on aurait tendance à l'exclure. Oui. Par contre, c'est sûr qu'il y en a qui ont eu besoin de refaire leur modèle d'affaires, de s'ajuster.
Donc, à ce moment-là, de ce que je comprends de la suite des choses que tu as dit, ça serait d'y aller plus sur la méthode, sur les projections financières dans un tel cas. Est-ce que je me trompe? Exactement, exactement. Puis oui, on a eu, dans notre cas, on a eu beaucoup de clients que c'était le cas qui ont revu leur modèle d'affaires suite à la COVID. Donc, c'est sûr qu'on doit prendre des projections financières parce que l'historique n'est plus représentatif. Donc, le but de faire des ajustements du BAIA sur le BAIA antérieur, c'est d'établir un BAIA représentatif. Donc, si le futur puis le modèle d'affaires change, c'est aucunement pertinent de prendre l'historique, effectivement, pour prendre des projections. Merci. Parfait. Maxime, j'ai une question. Oui. Au sujet des ajustements, est-ce que c'est parce que je ne sais pas si vous partez avec ce qu'on appelle des états financiers normalisés ou c'est vous qui le faites ou est-ce que vous demandez tout d'abord aux clients est-ce que ces états financiers sont normalisés et vous expliquez c'est quoi? Alors, OK, je vais les faire par mon comptable ou mon commis comptable ou etc. Ou est-ce que vous considérez que c'est plutôt votre rôle de faire cette normalisation-là? Oui, bien, en fait, les normalisations sont faites par l'évaluateur. Donc, c'est sûr, quand on a des fois on reçoit des fois des fichiers Excel du client qui dit j'ai normalisé, la plupart du temps, il y a 50 au moins qu'on va pas considérer. Mais Alors, oui, on va partir des états financiers du comptable externe. Vous faites comme un due diligence sur leur normalisation. Oui, bien, écoutez, de façon générale, nous, on parle de toute façon des états financiers du comptable externe. Puis encore là, il faut toujours mettre des bémols sur quel genre d'état financier qu'on travaille. Est-ce que c'est des états financiers maison, des missions de compilation, des missions d'examen, des audits? Donc, le niveau de crédibilité qu'on va apporter aux chiffres va dépendre aussi de la qualité de l'information financière qu'on reçoit. Mais en général, on ne va pas partir d'un fichier Excel du client sur ces normalisations. On va se baser sur l'information du comptable externe en général. Puis, on va effectuer nous-mêmes nos normalisations. Est-ce que vous comparez ces états financiers actuels et historiquement avec ces prévisions de, mettons, 4 ans et l'évaluation est faite sur les prévisions plutôt? Alors, oui, bien en fait, oui, on va regarder l'historique, puis on va regarder les projections. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on va regarder dans le cadre de projections financières, puis ça m'amène peut-être un autre point, dans le cadre de projections financières qui est des fois ultra optimiste, ça dépend on s'adresse à l'acheteur ou le vendeur. Des fois, il y a deux écoles de pensée, il y a certains évaluateurs qui vont venir faire des ajustements sur les projections financières. Moi, je suis un peu moins de cette école de pensée-là, donc les projections financières, ça reste ceux du client. Par contre, je vais venir le pénaliser dans le taux d'actualisation que je vais utiliser. Donc, moins que je vais croire à tes projections financières, plus que je vais ajouter une prime de risque en disant que la probabilité est faible que ça arrive. Donc, on va venir l'ajuster de cette façon-là. Puis, comment qu'on va établir la crédibilité? Bien, c'est sûr qu'on va regarder la croissance historique. S'il y a une croissance spectaculaire l'année prochaine, mais il va falloir que le dossier soit documenté pour venir expliquer cette augmentation importante de revenus. Là. intéressant. Donc, je pense qu'il y avait des questions dans le chat, peut-être répondre. Il y avait, première question, Éric Cardinal. Dans le cas d'une option d'achat dans le bail, est-ce qu'il y a une plus-value d'équité, disons, peut-on augmenter la valeur de l'entreprise de 100 000 bonne question. Oui, je me le fais souvent demander cet élément-là. La question, c'est combien vaut cette option d'achat-là? Donc, c'est sûr que un peu comme des options, je dirais, cotées en bourse, c'est in the money ou pas, à savoir, est-ce que la date comme telle, est-ce qu'il y a une valeur, cette option d'achat-là? Donc, oui, on peut venir l'évaluer, mais c'est de façon isolée. C'est de venir évaluer tout simplement la valeur de l'option. Ça se fait là. Donc, oui, il peut y avoir une augmentation, pas sur la valeur d'entreprise, mais sur la valeur des actions, parce que ça se trouve être des actifs excédentaires, ça ne fait pas partie de l'opération comme telle, mais ça c'est considéré dans la valeur des actions au niveau des actifs. Donc, oui, il peut y avoir une valeur attribuable à ça. Ensuite, je pense qu'on avait Marc-André Grenier, quelle a été la réaction de vos clients vendeurs quand vous décidez de retirer 2020 du calcul de valeur? Demande-t-il de considérer en faisant l'exercice, en tranchant les subventions, en estimant même les pertes de revenus occasionnées par la COVID?
Oui, en fait, c'est sûr que la réaction, quand c'est une année qui n'est pas très belle, 2020, les clients sont contents qu'on ne la considère pas. Quand c'est une année exceptionnellement bien, prendre l'exemple d'une entreprise de rénovation ou d'installation de piscine, par exemple, ils veulent tous considérer l'année 2020. Puis oui, des fois, ils nous disent, oui, mais vous avez juste enlevé la subvention salariale. Je suis d'accord, la subvention salariale, c'est un point, mais de façon générale, toutes les entreprises, même qui n'ont pas eu de perte de valeur l'année dernière, avaient le droit minimalement à 10 de subvention au niveau de la masse salariale. Donc, même si j'enlève compte de cet élément-là, le problème, c'est vos revenus. Donc, les revenus, le fait qu'ils sont spectaculaires pour l'année 2020, on n'a pas le choix de ne pas le considérer. Donc, souvent, je vais dire à mes clients, êtes-vous capable de me faire des projections financières et de l'extrapoler? Puis souvent, ils vont dire, bien, 2021, mon pipeline est encore plein, mais 2020, j'ai aucune idée par rapport au futur. Mais si tu n'as aucune idée par rapport au futur, en tant qu'évaluateur, j'en ai encore moins là, de certitude parce que l'entrepreneur devrait connaître son marché assez bien. Donc, on ne peut pas tenir compte de juste des éléments positifs puis d'exclure les éléments négatifs, là. Donc, les éléments négatifs, c'est qu'un jour, la bulle va redescendre, puis il va y avoir un déplacement au niveau du revenu disponible qui va se faire dans d'autres industries. Donc, oui, souvent, les clients ne sont pas nécessairement heureux quand ça les pénalise, mais malheureusement, c'est la réalité. Souvent, peut-être juste mettre un autre bémol par rapport à ça, souvent, en cas de doute, il y a des fois, il y a des transactions, puis souvent, on l'a vu l'année dernière, qui s'est fait beaucoup sur des clauses de earn-out. Donc, il y a des clauses conditionnelles à l'atteinte de résultats futurs. Donc, si le vendeur est persuadé que l'année 2021 et 2022, ça va être une continuité, bien souvent, on va venir appliquer une partie de la valeur qui va être conditionnelle à l'atteinte des résultats futurs. Ça vient un peu de donner une police d'assurance autant pour l'acheteur que le vendeur là, dans ce cas-ci. Mais dans le cadre d'une évaluation, on ne va pas tenir compte de ces éléments-là. Ensuite, auriez-vous un document à partager donnant les multiples du BAYA médian récent par industrie ou par taille d'entreprise? Non. Par contre, vous pouvez vous abonner. Il y a des bases de données qui existent, là, que ce soit Dealstat, anciennement on appelait Pratstat. Il y a plusieurs, si vous vous abonnez sur Internet, c'est basé, par contre, les multiples, c'est basé soit sur des règles du pouce, c'est basé sur des transactions similaires d'industrie. Il faut faire attention, c'est des méthodes secondaires. La seule façon d'utiliser tout le temps les mêmes multiples, c'est si vous évaluez, par exemple, 2 Tim Hortons ou 2 McDonald's qui se trouvent à Montréal avec la même structure de coût, les mêmes coûts d'opération. Oui, on peut utiliser les mêmes multiples du BAYA, mais de façon générale, vous n'allez pas avoir le même multiple du BAYA pour 2 entreprises pareilles. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à tenir en compte. Par exemple, si vous avez 2 entreprises, secteur de la fabrication métal, aéronautique, par exemple, là, que les 2 entreprises font $1 million de BAYA, mais vous avez une entreprise que ses équipements sont neufs, l'autre, les équipements sont complètement désuets, puis il y a des investissements à prévoir, bien, normalement, ça ne devrait pas se trancher à la même valeur, là. Donc, il y a beaucoup d'éléments à tenir en compte dans un multiple qui est le risque spécifique à l'entreprise. Il y a le secteur d'activité, le secteur géographique, puis il y a l'aspect aussi macroéconomique aussi qu'il faut tenir compte. Donc, il faut faire attention avec un multiple. Le multiple n'est pas le même pour 2 entreprises pareilles. Là. Chaque entreprise a son propre multiple qui est lié à son risque spécifique. Maintenant, Stéphane Girard, à un moment donné, l'évaluation, c'est le prix que le vendeur en tête qui prime. Dans un marché de vendeurs sur des entreprises rentables, oui, effectivement. Dans le cas d'une évaluation, c'est une évaluation qui est théorique. Donc, la valeur réelle, ça va être la valeur qui va être transmise dans un marché. Donc, dans le cas que vous avez un seul acheteur, mais c'est sûr que vous n'avez pas nécessairement une volatilité au niveau des offres, là. Donc, vous avez un prix qui va être assez ferme. Mais là, ce qu'on me pose comme question, c'est le prix qui est en tête, c'est le prix qui est en tête. Mais oui, le vendeur, c'est le prix qui est en tête, mais le problème, c'est est-ce qu'il va la vendre à ce prix-là? J'ai souvent, je me fais souvent demander par des vendeurs, ils ont un prix en tête, puis leur prix en tête, ce que j'entends souvent, c'est leur train de vie. Vous avez un entrepreneur qui, depuis 20 ans, il se verse 200 000 par année, puis lui, il veut 200 000 pour sa retraite, puis il pense que son entreprise devrait générer l'équivalent de 200 000 jusqu'à sa mort. Au final, l'entreprise, elle vaut ce qu'elle génère. Donc, oui, il peut avoir le prix qui est en tête, mais au final, l'acheteur, il faut qu'il soit prêt à le payer.
Puis la banque, il faut qu'elle soit prête à accepter aussi le financement. Donc, souvent, l'acheteur est pris par l'élément de la banque. Il faut que l'entreprise soit viable et qu'elle soit finançable. Donc, il y a cet élément-là aussi à tenir en compte. Mathieu Barbeau, dans la pratique, comment justifier les primes liées au taux de capitalisation, taille d'industrie, base de données, dossier comparable exact? En fait, exactement, comment qu'on justifie le taux de capitalisation? Il y a plusieurs méthodologies, mais la méthodologie la plus populaire, c'est ce qu'on appelle la méthodologie du build-up. Donc, on va partir des taux sans risque, puis appliquer des primes de risque par rapport au fait que c'est de l'équité, par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport au secteur d'activité, puis après ça, les risques spécifiques à l'entreprise. Comment qu'on obtient ces taux-là? Première chose, le taux sans risque, c'est en général les taux des obligations. Donc, quand il y a un changement au niveau des taux, ça a un impact directement sur le multiple. On va utiliser des bases de données, par exemple, Duff & Phelps aux États-Unis pour être capable de déterminer dans l'industrie, est-ce que l'industrie est plus risquée ou pas que l'ensemble de l'économie, pour être capable d'appliquer des primes de risque. Par rapport à la taille, si vous avez une entreprise qui génère 1 million, puis vous avez une entreprise qui génère 1 milliard, elle n'a pas nécessairement le même risque au niveau de la taille. Puis encore là, c'est tout Duff & Phelps qui fait des études régulièrement pour être capable de déterminer un investisseur, c'est quoi son niveau de risque qu'il est prêt à prendre à ce niveau-là. Donc oui, on utilise beaucoup de bases de données pour être capable de déterminer ça. Par contre, le risque spécifique, c'est lié à des observations, à des analyses de l'évaluateur qui est un jugement professionnel pour qu'on va venir peaufiner la question du risque spécifique. Ensuite de ça, il y a la question aussi du financement. Donc, le taux de capitalisation est un mélange entre le taux d'équité et le taux de la dette. Donc, si les taux d'intérêt baissent dans le marché, normalement, ça va avoir un impact direct sur le multiple. Je pense qu'il y a plusieurs questions. Je vais essayer de toutes répondre. Ensuite, Richard Morrison. Oh, attendez. Comment considérez-vous les CAPEX de maintenance requis pour supporter les opérations génération du BAIA? Serait-il préférable d'utiliser un BAIA après CAPEX de maintenance? Certaines entreprises sont plus axées pour mettre ces éléments en dépense, d'autres CAPEX capitalisés. Comment tenir compte de ces traitements différents? Donc, en fait, la question, c'est comment on tient compte des éléments de CAPEX au niveau du multiple du BAIA? Le problème du multiple du BAIA, c'est une règle du pouce. Puis souvent, en évaluation, on utilise rarement le multiple du BAIA, je dirais même jamais. On va travailler sur la base d'un flux monétaire. On part du BAIA, donc on fait les ajustements du BAIA, mais on ne va pas multiplier le BAIA. Il manque un élément, il faut tenir compte de l'impôt, il faut tenir compte du CAPEX. Donc, quand on tient compte d'une entreprise, surtout de fabrication, des entreprises qui ont besoin d'investissements majeurs à chaque année, il faut tenir compte de ces éléments-là parce qu'en réalité, il y a un flux monétaire qui va sortir à chaque année pour le remplacement des équipements. Donc oui, il faut en tenir compte parce qu'ultimement, on va multiplier un flux monétaire. Le flux monétaire, c'est le BAIA après impôt, puis après aussi les investissements en immobilisation, qui est le fameux CAPEX. Donc oui, il faut en tenir compte dans ce traitement-là parce que on va venir sinon surestimer le BAIA. Le BAIA, c'est souvent un raccourci qu'on va utiliser pour être capable de simplifier, pour être capable de comparer des pommes avec des pommes. Comme je dis, évaluer 2 franchises de Tim Hortons, souvent on va utiliser un peu cette méthode de raccourci-là pour être capable de comparer, mais ce n'est pas une évaluation d'entreprise. En fait, ce n'est pas dans le cadre d'une évaluation d'entreprise en général qu'on va utiliser la méthode multiple du BAIA. Donc oui, il faut tenir compte du CAPEX, là, effectivement. Peut-être une dernière question. J'ai Yannick Drolet. Est-ce que vous utilisez seulement la méthode d'un multiple sur l'EBITDA ou considérez-vous la méthode du DCF car l'EBITDA ne considère pas le CAPEX? Bien, en fait, je viens pas mal de répondre à cet élément-là. Le multiple du BAIA ou l'EBITDA en anglais, on l'utilise pratiquement jamais. C'est la méthode du flux monétaire qu'on va utiliser. Donc, peut-être que j'avais montré au départ, je ne sais pas si on peut le voir, dans les méthodologies. Ici, vous avez la méthode du flux monétaire, qui est la méthode qu'on va utiliser la majorité du temps dans le cadre d'une évaluation d'entreprise, pour la simple et bonne raison qu'il faut tenir compte des investissements en immobilisation. Donc, si vous avez une entreprise qui a des investissements majeurs à faire, versus une autre que tout est moderne, qui n'a aucun investissement à faire,
mais il faut que ça soit considéré dans le flux monétaire parce qu'ultimement, c'est ce qu'on va venir multiplier. C'est le flux et non le BAYA parce que le BAYA, ben, il manque des éléments. Quand on entend parler des fois des gens, des vendeurs, ils vont dire, mais ça se transige à 5 fois le BAYA, donc en 5 ans, tu vas avoir remboursé ton investissement. Mais non, tu n'auras pas remboursé ton investissement en 5 ans parce que si tu dis que tu rembourses ton investissement dans 5 ans, ça présage que vous n'allez pas payer d'impôts pendant 5 ans, que vous n'allez probablement pas payer d'intérêt sur le financement. Puis en plus de ça, vous n'allez faire aucun investissement dans les 5 prochaines années. Donc, ce qui ne passe pas en dépense est capitalisable. Donc, si c'est capitalisable, puis qu'on a travaillé avec le BAYA, qu'on n'a pas tenu compte de l'amortissement, mais on vient de fausser le résultat encore une fois. Donc, c'est pour ça que je dis le BAYA, en pratique, on n'utilise pratiquement jamais ça dans le cadre d'une évaluation d'entreprise. On va toujours tenir compte du flux monétaire. Je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que vous voulez discuter. Par contre, si vous avez d'autres éléments de façon plus précise, vous avez mes coordonnées, que vous allez pouvoir me contacter. Vous avez mon adresse courriel. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis juste une petite présentation de notre cabinet. Nous, on est un bureau multidisciplinaire qui fait principalement du transfert d'entreprise. On est une équipe de comptables, d'avocats, de notaires, fiscalistes, d'évaluateurs. Donc, on est vraiment une équipe multidisciplinaire pour faire le transfert d'entreprise du début jusqu'à la fin là, pour vous accompagner. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Maxime. C'était très intéressant. Je pense que nos participants ont beaucoup apprécié. En terminant, je laisse le mot de la fin à Bram qui va nous parler des activités des clubs M&A. Merci, Pierre, et tous les présidents régionaux qui ont organisé ça ce matin. Merci, Maxime. Merci pour avoir laissé le temps pour des questions. C'est bien apprécié par tout le monde. Et c'est un sujet tellement important pour nous autres. Alors, avec beaucoup d'appréciation pour avoir pris le temps pour nous exposer vos points. Pour le club, aujourd'hui, je pense que c'est le 85e ou 86e. On va finir avec approche 90 webinaires depuis le début du COVID. On continue. On va prendre off pendant l'été. Le dernier, c'est le 7 juillet qui sera en français. Le gagnant, Charles Godbout de Pricewaterhouse, le gagnant d'une catégorie au gala 2020, ou c'est peut-être 2019, je ne me souviens pas. En tout cas, les quatre locomotives que j'appelle drivers qui ont aidé à clôturer cette transaction-là vont chacun parler de leur rôle dans la fermeture de la transaction. On a déjà fait ça auparavant, puis c'est fort intéressant de voir le rôle de chacun. Après ça, on va recommencer au mois d'août. Pour le site web qui est toujours en développement, nous sommes en train de, comme j'ai déjà exposé, mais en tout cas, ça a pris plus de temps que prévu, comme normal avec les logiciels. Il va y avoir pour les membres seulement recherche de membres qui sera d'abord par province et ensuite par expertise. Alors, il va y avoir comme 40 ou 50 expertises, incluant valuation, puis bridge financing, purchase order financing, puis ABL, puis dette, banquier, avocat, comptable, etc., toutes les catégories. Alors, ça va faciliter la recherche d'un tel membre. Au lieu d'envoyer un feuille Excel à tout le monde avec 1000 membres, c'est pour moi plus ou moins intéressant. Alors, ça va être beaucoup plus précis et si vous voulez faire une connexion avec une telle personne, ça va être plus facile. Ensuite, il va y avoir aussi les transactions potentielles ou ce qu'on appelle les deals, la listing des deals qu'on vous envoie aux membres seulement encore à tous les 2 semaines. Ça sera interactivement possible avec le nouveau logiciel qu'on va ajouter au site web. Alors, c'est ça. Merci encore à tout le monde et bonne continuation. Bon été. J'espère que vous aurez tous votre vaccin
votre deuxième vaccin bientôt. Et on attend à avoir, espérons, des réunions live cet automne. Alors, et si vous êtes dans le bout de la Malbaie, vous pouvez m'appeler sur mon cellulaire, je suis là. Pas ce matin, je suis à Montréal, mais ce sera une occasion de faire un peu de réseautage en Charlevoix. Alors, merci tout le monde. Merci et à encore tous les présidents régionaux qui font le job. Bonjour tout le monde. Salut. Bonne journée, merci.